capitale du Mali, Bamako, le conseil communal a pied d'œuvre pour atteindre cet objectif. Ses représentants ont rencontré aujourd'hui le Premier ministre avec qui ils ont évoqué les difficultés du moment. Visite du chef d'état-major général des armées dans la zone de défense de Ségou, le général de division Didier Dako a pu constater l'effectivité du dispositif sécuritaire des forces armées maliennes à Nampala et à Tikré-Finadji. Édition spéciale de la Biennale artistique et culturelle, c'est prévu du 24 au 31 décembre prochain à Bamako. L'annonce a été faite cet après-midi par le ministre de la Culture, Ndiaye Ramatoulaye Diallo. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Le Mali dispose d'un accord pour la paix et la réconciliation qui doit être accompagné pour la stabilité du pays. Ces propos sont du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, lors d'un panel qu'il a animé sur la stabilité sociale à la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. La rédaction donc vous propose un extrait de magazine qui vous sera proposé dans les prochaines heures et c'est un magazine de Amadou Sankaré. La TICAD 6 a travaillé sur un document qui s'articule autour de 3 piliers appelés Déclaration de Nairobi. Il s'agit du thème de la promotion de la transformation économique, de la promotion du système de santé et enfin de la promotion de la stabilité sociale pour une prospérité partagée. Et c'est à ce niveau que le président de la République a été sollicité pour animer un panel qui a réuni le président kenyan Uhuru Kenyatta, la présidente de la Commission de l'Union africaine et les cadres des Nations Unies. Tout d'abord, le panéliste a entretenu les participants à cette session de l'instabilité sociale qui prévaut dans plusieurs pays africains à cause du terrorisme et de l'extrémisme violent, ce qui plombe malheureusement tout développement. Et ici, comment ne pas parler du Mali? L'Afrique de l'Ouest a été déstabilisée par des flambées de violence. La résurgence de conflits et la montée de l'extrémisme religieux, en particulier dans mon pays, hélas, et au nord du Nigeria. Le trafic de drogue, la piraterie maritime s'y sont aussi rapidement enracinés. Ces défis menacent des institutions et ont des conséquences de long terme sur le tissu social, politique et économique des pays. Nous avons, après des efforts qui nous ont vus tantôt au Burkina et puis par la suite en Algérie, conduire un processus qui a conduit à un accord de paix. Depuis, nous nous efforçons avec l'appui des Nations Unies et de l'ensemble de la communauté internationale à essayer d'appliquer, de mettre en œuvre cet accord de paix qui n'est pas la panacée certes, qui n'est pas un accord parfait, mais qui pour nous est un cadre qui va nous permettre, s'il est appliqué avec conséquence, avec sincérité, sans malice, par toutes les parties, va nous permettre d'atteindre une paix durable, une paix soutenable, une paix au profit de l'ensemble du Mali. La paix doit être soutenue et entretenue. C'est pourquoi le président de la République a demandé un accompagnement sincère des partenaires du Mali. Nous avons eu une conférence internationale à Paris, à l'OCDE, qui a été belle en promesse. Beaucoup d'engagements ont été pris. Mais Madame la Présidente, aujourd'hui, au bilan, il n'y a pas eu beaucoup d'arrivées. Et cela est dommage. Cela est dommage parce que cela compromet l'équilibre. Cela compromet la paix fragile qui est là. Parce que les populations savent qu'il y a eu cette conférence-là, que des sommes ont été promises, des sommes ont été engagées, mais que le gouvernement du Mali n'a pas eu en sa possession. Et ce qui est attendu en termes de développement local, en termes de puits, en termes d'écoles, en termes de centres de santé, n'est pas au rendez-vous. Ça pose problème. Cela fragilise l'équilibre assez mince qui a été obtenu. Donc, conclure la paix, bien qu'ardue, peut être plus facile que de maintenir la paix et de la parachever. Pourquoi je souhaite que nous profitions de la TICAD pour que parmi les pays qui sont aujourd'hui en souci de l'Afrique,
qui sont réellement désireux de contribuer à sa promotion, il y a le Japon, d'où la TICAD, que ce Japon nous aide à stabiliser la paix par un effort vigoureux en matière d'appui au développement. Bamako qui va accueillir donc l'édition spéciale de la Biennale artistique et culturelle. Je vous le disais dans les titres, nous en reparlerons au cours de cette édition. Le gouvernement entend tout mettre en œuvre pour la réussite du sommet Afrique-France. L'une des urgences du moment est celle de l'assainissement de la ville des Trois Caïmans. Pour relever le défi, le conseil municipal a sollicité et obtenu une audience auprès du Premier ministre. Cet après-midi, le chef du gouvernement a rassuré les membres du conseil de son soutien total. Le compte-rendu de l'audience est signé Mohamed Diarra. Attrayante et coquette, voilà l'image que doit présenter la capitale des Trois Caïmans d'ici le sommet Afrique-France que notre pays abritera. Un défi que les autorités entendent relever. Voilà tout le sens de cette rencontre entre le Premier ministre et le conseil municipal du district de Bamako. Le premier défi à relever, la lutte contre l'insalubrité devenue un véritable casse-tête. Les citoyens ne comprennent pas, mais ce n'est pas par la volonté des autorités municipales, par le fait que les services de voirie et d'assainissement ne travaillent pas, mais parce que les outils d'assainissement commencent à manquer, et sérieusement. C'est pour cette raison, malgré les efforts de notre ministre de tutelle, il y a un certain nombre de problèmes auxquels la mairie reste soumise, notamment les questions des décharges. La décharge officielle est enfermée pour des questions de correction de certaines conceptions. Il y a un certain nombre de villages qui nous avaient effectivement demandé d'évacuer les déchets vers des champs. À l'approche et en plein hivernage, ils ont arrêté. C'est pourquoi les uns et les autres ont constaté que ça fait 3-4 semaines pratiquement que Bamako devient de plus en plus sale, parce que le service délégataire de services publics aux zones, la société délégataire de services publics aux zones, n'arrive plus à évacuer et aussi à ces problèmes d'impayés par rapport à ces décomptes. Toutes choses réellement que nous ne pouvons plus supporter seuls. C'est pour cette raison que nous avions souhaité voir le chef du gouvernement afin réellement qu'il puisse voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire afin qu'on soit prêt pour accueillir le sommet. Dans le cadre de l'embellissement de la ville des Trois Caïmans, il est prévu la reconstruction du marché rose. Sur ce sujet, le maire Adama Sangaré a rassuré le Premier ministre que le dossier évolue positivement et que le démarrage des travaux ne serait tardé. Autre volet non moins important de l'organisation du sommet Afrique-France, c'est bien l'électricité. Sur ce chapitre, il est prévu la réalisation des éclairages publics. Pour le cas d'éclairage intelligent, la ville de Bamako, avec les autorités françaises, avait convenu effectivement de sa réalisation. Le problème de financement était posé. Par la grâce de Dieu, je pense que le président de la République a donné des instructions afin que ce problème soit corrigé, mais l'opérationnalisation tardait un peu à venir. Et à ce niveau, le Premier ministre nous a écoutés et a promis effectivement de nous rappeler très rapidement pour voir ce qu'il y a lieu de faire. Toutes ces questions ont été abordées en présence d'un ministre en charge des différents secteurs. La finalité est d'appuyer sur l'accélérateur afin d'être au rendez-vous de janvier 2017. La capitale malienne Bamako qui accueillera également l'édition spéciale de la Biennale artistique et culturelle du 24 au 31 décembre prochain. L'annonce a été faite cet après-midi par le ministre de la Culture, Ndiaye Ramatoulaye Diallo, en présence de son collègue de l'économie numérique et de la communication. C'était au cours d'une rencontre avec les autorités administratives, politiques, coutumières et les notabilités de Bamako. Modibo Soirée pour les détails. Événement multiculturel et pluridisciplinaire, la Biennale artistique et culturelle est une manifestation qui regroupe l'ensemble de la jeunesse de notre pays. Et depuis 2010, la manifestation a connu une interruption suite à la crise sociopolitique que le pays a traversée. Cette prise de contact avec les autorités de Bamako a pris des allures de retrouvailles autour des bienfaits de la Biennale. Elle a été l'occasion pour le département de définir les grands axes de ce rendez-vous 2016. Mopti devait accueillir la prochaine biennale. Mopti accueillera toujours sa biennale, Inch'Allah, mais nous avons tenu à organiser ici à Bamako une édition spéciale en entendant de réunir toutes les conditions nécessaires
pour organiser cette édition Mopti. Événement intermédiaire, la Biennale 2016 va durer 7 jours au lieu de 12 habituellement. Un souhait mûri par les hautes autorités de notre pays qui ont fait part de leur volonté de rassembler tous les Maliens autour d'un projet de reconstruction de l'État. Bref, la manifestation va contribuer à l'émergence de la culture de la paix et de la citoyenneté ainsi que le brassage et l'interpénétration des populations. La Biennale est un socle culturel. Un socle culturel à portée inestimable dans le processus de cohésion sociale, de réconciliation nationale. Tous ici, vous savez combien la Biennale est attendue de nos chères populations. Et puisque c'est la capitale Bamako qui va accueillir cette édition spéciale, les responsables du district de leur côté se disent déjà prêts à relever le défi. Le fait même que l'organisation a été confiée à plusieurs acteurs, les familles fondatrices, le gouvernorat et les communicateurs traditionnels. En ce qui concerne le gouvernorat, nous allons tout mettre en œuvre pour que ça soit une réussite. D'ailleurs, nous avons commencé à mettre une commission en place pour l'organisation matérielle. Inch'Allah, ça va aller. Rendez-vous donc en décembre prochain pour le plus grand rassemblement culturel de notre pays. Mais déjà, un avant-goût vous sera donné avec le lancement officiel de l'événement le 21 septembre. Et ça se passera au Palais de la Culture Amadou Ampateba de Bamako. Ouverture à Paris cet après-midi de l'Université d'été du MEDEF édition 2016, un lieu de rencontre et d'échange entre le patronat français et le monde des affaires du reste du monde. Le président du comité d'organisation du 27e sommet Afrique-France, accompagné du ministre du Développement industriel et celui de la jeunesse, sont présents sur place. Je vous propose d'ailleurs d'écouter Mohamed Agui Ibrahim, le ministre du Développement industriel, interrogé par Makamfi Konati. Nous avons eu beaucoup d'intérêt à participer à l'université d'été du MEDEF, c'est-à-dire du patronat français. Nous avons eu l'occasion de rencontrer un certain nombre d'industriels français avec qui nous avons eu des échanges fructueux qui sont intéressés à venir au Mali, explorer. Nous avons également rassuré ces industriels maliens du cadre institutionnel favorable par la mise en œuvre des mécanismes de projet en partenariat public-privé. Ils ont pris des engagements fermes pour passer nous voir au Mali, échanger avec nous, explorer, comme je l'ai dit tantôt, la possibilité de faire un certain nombre de projets ensemble. Notamment le secteur de la transformation. C'est le secteur de la transformation qui crée de l'emploi, c'est ce secteur-là qui crée de la richesse. Alors donc, ce serait surtout sur ce secteur où nous les attendons. Le dispositif sécuritaire des FAMA dans le Namparali est effectif. C'est le constat fait par le chef d'état-major général des armées dans la zone de défense de Ségou. Le général de division Didier Dako s'est rendu à Nampala et à Tikrefinadji pour constater de visu le dispositif mis en place pour la sécurisation des personnes et de leurs biens. Le compte-rendu de Mopti de Mohamed Bouakoulibaly avec la voix de Fousseini Samaki. Pour sa première sortie sur le terrain, le nouveau chef d'état-major général des armées s'est rendu sur le site du dispositif sécuritaire mis en place dans le Nampalari. Le général de division Didier Dako a constaté de visu ce dispositif qui permettra de mieux sécuriser cette zone qui a subi assez d'attaques terroristes. En un premier temps, évaluation du dispositif qui a été mis en place après l'attaque du 19 juillet dernier, et ensuite évaluation des travaux que nous avons entrepris pour mieux sécuriser nos militaires dans la localité de Nampala. Et nous allons continuer essentiellement pour rendre le cadre de vie et de travail des militaires assez agréable pour eux, pour les permettre de mieux travailler. Les populations du secteur de Nampala apprécient ce nouveau dispositif renforcé qui facilitera désormais le déplacement des personnes et de leurs biens. Depuis le retour de l'armée, ils ont informé la population. Ils sont là pour eux, ils sont là pour la population. Vraiment que la population n'ait pas peur d'eux. S'ils voient qu'ils sont là, c'est parce que la population civile est là. Que les populations continuent à nous soutenir. Sans l'apport des populations,
il n'y a pas grand-chose que les forces militaires peuvent faire. Donc c'est leur apport en tant que relais d'information qui constitue vraiment la tâche essentielle qu'on leur demande. Le chef d'état-major général des armées s'est également rendu dans le village de Tekre-Finadi où il a rassuré les populations que les FAMA veilleront à leur sécurité. Voilà, Nampala Tikre-Finadi, c'est bien dans la région de Ségou. Toutes mes excuses. La plateforme des cadres et leaders Keltamachek pour l'unité nationale du Mali, dans un communiqué, condamne fermement l'escalade de la violence occasionnée par les affrontements intra- et interethniques dans certaines localités du Mali. Elle appuie le gouvernement dans la prise de toutes les initiatives et la création de toutes les conditions nécessaires pour l'accélération de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale. La plateforme des cadres et leaders Keltamachek pour l'unité du Mali s'engage fermement dans le camp de ceux qui se dédient à la construction de la paix et de l'unité nationale. La gendarmerie nationale planifie sa montée en puissance. Ce matin, le patron des forces républicaines a animé la conférence de presse mensuelle du ministère de la Sécurité. Le magistrat colonel-major Satigi Di Moro Sidibé a expliqué que la nouvelle stratégie de couverture de l'ensemble des régions. Plus de 80 organes de presse étaient représentés à la réunion. Moïse Traoré. Le dispositif de couverture sécuritaire va être renforcé à travers le pays. La périphérie de la capitale connaît une recrudescence d'actes de brigandage. La gendarmerie nationale entend mettre concrètement en application son projet de couverture sécuritaire aussitôt après l'adoption des textes de création d'unités en cours de traitement. Il s'agit notamment de l'érection de l'actuel peloton d'intervention de la gendarmerie nationale en groupement spécial d'intervention de gendarmerie nationale, de l'érection de l'actuelle compagnie des transports aériens en groupement des transports aériens avec comme composante une compagnie spéciale de 2 escadrons pour soutenir la compagnie. La création de brigades territoriales dans les localités de Wenzendougou, de Dialakoroji Safo, de Moribabougou Droit, de Senou, de Muntugula, de Ngolobougou du côté du nouveau site universitaire et de Sanankoroba. En plus de la brigade fluviale de Bamako, un poste sera implanté en aval dans le Mandé et un autre en amont à Koulikoro. La mise en place de pelotons d'intervention des gendarmeries nationales dans les régions de Sikasso, de Mopti, précisément à Sévaré, et également de Gao. Cela nous permet d'être en posture d'anticiper sur les éventuels actes terroristes au niveau de ces régions. L'amélioration des conditions de vie et de travail et l'insuffisance des moyens logistiques ont encore une fois été évoqués. Les problèmes ont été bien identifiés et sont en cours de traitement. Le minimum pour réussir, c'est la confiance réciproque. Une direction du renseignement de la gendarmerie est en gestation. Les soldats de la loi entendent rencontrer leurs collègues à la retraite et ceux en détachement en septembre prochain. Le programme de lutte contre le paludisme à travers le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique vient de faire don de moustiquaires imprégnés au ministère de la Défense et des anciens combattants au nombre de 3200 moustiquaires. Ils ont été réceptionnés par le représentant de l'armée en la personne du médecin colonel-major Alpha Diaw. Après Bandiagara et Bla, c'est au tour de la ville de Yanfolila d'accueillir les activités des vacances citoyennes 2016. Le coup d'envoi a été donné aujourd'hui en présence des autorités locales et de la population. Pendant une semaine, les campeurs vont se consacrer à des travaux d'utilité publique, des compétitions sportives et des animations socio-culturelles. L'étape de Yanfolila est parrainée par Mamadou Satigi Diakité, président du Haut Conseil des collectivités. Envoyés spéciaux Aruna Diara, Nounou Sissoko.
Démarrage en pompe des vacances citoyennes à Yamfouila. Un agenda chargé pour la semaine avec des activités comme le reboisement, la participation aux travaux de construction de la maison des jeunes, des compétitions artistiques et sportives entre autres. La démarche vise à susciter chez les jeunes l'expression d'une citoyenneté agissante. Les plus hautes autorités du pays ont pris la mesure de l'effritement de la conscience citoyenne et ont édicté certaines mesures et dispositions qui, si vous les suivez, permettront de faire de vous ce que le penseur a dit, je cite, « Pour faire un bon citoyen, commençons par faire un homme. » Fin de citation. Votre participation massive et qualitative aux activités des vacances citoyennes témoigne votre très fort engagement dans la lutte contre tous les fléaux qui contribuent à mettre notre pays à genoux. Alors il s'agira pour nous, par devoir de génération, de faire preuve d'anticipation et de persévérance afin de façonner une jeunesse saine. Espace de rencontre par excellence, les vacances citoyennes constituent aussi un cadre pour la jeunesse permettant de favoriser le vivre ensemble. Il est grand temps que la jeunesse se mobilise autour des thèmes fédérateurs et c'est ce qui est présent. L'intégrisme, l'intolérance sauraient être vaincus et éradiqués par le brassage et l'intégration de la jeunesse. Vous n'êtes pas payé pour ça, mais vous êtes en train d'abattre d'énormes sacrifices pour montrer à la face du monde que nous avons une jeunesse consciente, nous avons une jeunesse responsable. Un lot d'équipements sportifs et du matériel d'assainissement ont été remis à la jeunesse de Yamfouila au nom du ministre de la Jeunesse et de la Construction citoyenne. Sur l'initiative du chef traditionnel des Kell Antassar, Mohamed Ahmed Ag Abdul Majid, et sous l'égide du guide spirituel Chérif Madani Haïdara, une rencontre de conciliation a réuni les représentants de la SEMA, les autorités traditionnelles, coutumières et religieuses de Bamako et le maire du district, Al-Husseini Touré, y était. Vivement préoccupés par la situation de belligérance qui sévit à Kidal, des Maliens de bonne volonté ont décidé de s'investir dans une initiative tendant à rapprocher les deux positions. C'est ainsi que la commission de bons offices, à la tête de laquelle se trouve le chef traditionnel des Kell Ansar, épaulé par les religieux et les chefs traditionnels, a rencontré successivement les représentants des Ifogas et ceux des Imgad et alliés. L'objectif principal, c'est de concilier tous les Maliens en général, et particulièrement les Tamashak de Kidal qui s'entretuent. Donc on a eu l'initiative de convoquer les deux parties. Qui sont ces deux parties? C'est les Imrad et les Iforas. Hier on était avec les Iforas. Aujourd'hui on est avec les Imrad et leurs alliés. On veut clairement mettre fin à ce problème Imrad et Iforas au sein de Kidal pour que l'accord puisse être mis en œuvre. Je pense que c'est possible grâce aux chefs religieux et aux chefs coutumiers. On commence à avoir une porte de sortie. L'espoir est permis de voir la fin de ce conflit. Dieu aime le Mali. Nous allons pouvoir surmonter cette crise par la volonté de Dieu. Nous savons que c'est à cela qu'aspire le président de la République. Selon les interlocuteurs, l'optimisme est désormais de rigueur. D'autres échanges avec d'autres acteurs du processus suivront afin de mettre définitivement fin à ce qu'il est convenu d'appeler la guerre de Kidal. Hors de chez nous, les Gabonais, toujours dans l'attente du nom de leur prochain président, la commission électorale se réunit ce soir en séance plénière. C'est le ministre de l'Intérieur qui dévoilera le résultat du scrutin présidentiel du week-end dernier, second septennat pour Ali Bongo ou alternance avec son opposant Jean Ping. Nous le saurons d'ici demain matin.
Le ministre français de l'économie Emmanuel Macron qui a présenté sa démission du gouvernement ce mardi 30 août pour se consacrer entièrement à son mouvement politique, a annoncé l'Élysée aujourd'hui. Emmanuel Macron a rencontré le président Hollande dans l'après-midi pour lui remettre sa démission. Il a tout juste 38 ans et le jeune ex-ministre est susceptible de se porter candidat à l'élection présidentielle de 2017. Lancement d'un nouveau projet de l'ONG Secours Islamique France au Mali. Le projet intitulé Projet de lutte contre l'exclusion sociale des enfants talibés a pour but d'améliorer les conditions de vie de ces enfants et de faciliter leur insertion dans le système éducatif. Mamadou Fane pour plus de détails. La qualité de l'enseignement et la protection des enfants restent des enjeux majeurs au Mali. En parallèle à l'enseignement classique, l'éducation religieuse est dispensée dans les écoles coraniques et les médersas. C'est pour lutter contre l'exclusion sociale des enfants talibés que le Secours islamique vient de lancer un nouveau projet en faveur de ces enfants. Le Secours islamique France est une organisation française à base confessionnelle, mais dont les interventions sont laïques. Aujourd'hui, on est là pour lancer un projet pour lutter contre l'exclusion des enfants talibés. D'une durée de 1 an renouvelable, ce projet vise à soutenir l'État malien dans l'amélioration des conditions de vie des enfants talibés. On a fait une étude et on s'est aperçu que ces enfants étaient parfois oubliés. On a essayé de discuter avec le gouvernement malien via le ministère de l'Éducation, avec l'association des maîtres coraniques, voir comment on pourrait améliorer les conditions de vie de ces enfants, améliorer leur visibilité par la population malienne et améliorer aussi leur apprentissage pour que les écoles coraniques soient considérées dans l'avenir comme un apprentissage comme les médersas. Au Mali, l'ONG Secours islamique intervient dans plusieurs secteurs dont l'eau et l'assainissement, la sécurité alimentaire, la protection et l'éducation des enfants et les actions d'urgence. Première session du Comité national de pilotage du projet d'élimination et de prévention des pesticides obsolètes du Mali. Le projet de près d'1,6 milliard de francs CFA évolue jusqu'en 2020 dans les domaines des pesticides polluants organiques, persistants, autres pesticides dangereux et déchets contaminés et aussi dans la gestion rationnelle des pesticides. Fadem Bakita, compte rendu. Le projet d'élimination et de prévention des pesticides obsolètes du Mali est la suite logique de l'ancien projet ou programme africain relatif au stock des pesticides PASP Mali. Selon les administrateurs présents à cette première session du comité de pilotage du projet, leur mission consistera à débarrasser le pays des stocks de pesticides obsolètes et des déchets contaminés inventoriés qui ont plus de 40 ans d'existence. Il faut les éliminer et il faut mettre une stratégie pour pouvoir réduire l'accumulation. Tant que nous parlons de la culture du coton au Mali, tant que nous parlons du développement du coton au Mali, on va toujours parler des pesticides. Et quand on va parler de pesticides, on va parler de pesticides obsolètes. Donc il faut une gestion écologiquement rationnelle de ces substances. Nous avons une quantité énorme, à près de 800 tonnes qu'il faut éliminer. Cette deuxième phase du projet est née de l'engagement sans faille du gouvernement du Mali et de ses partenaires nationaux et internationaux, dont la Banque mondiale. Nous fondons beaucoup d'espoir sur ce projet. Nous avons des pesticides obsolètes au niveau du Mali et les populations sont concernées. Ce ne sont pas seulement les populations proches de ces pesticides, c'est tout le Mali qui est concerné parce que quand une zone est infectée, on ne connaît pas toutes les conséquences. Donc le fait de les stocker, c'est important pour le Mali. Donc c'est une question de solidarité nationale. CropLife International, qui représente l'industrie des pesticides, a mis à la disposition du projet une concert technique en élimination afin de contribuer à la mise en œuvre de la composante 1 du projet. Tableau reluisant du centre hospitalier universitaire de l'Institut d'ophtalmologie tropicale de l'Afrique, IOTA, c'est le constat des administrateurs aux travaux de la 10e session ordinaire de son conseil d'administration des soins administrés au budget. En passant par la formation, le CHU IOTA a joué son rôle à la grande satisfaction des patients. Mamoudou Sidibé, compte rendu. 20e session du conseil d'administration du CHU IOTA sont orientées sur l'adoption du procès verbal de la dernière session, du rapport d'activité médico-technique au 30 juin 2016, du rapport d'exécution du budget à la même période et du règlement intérieur de l'Institut.
Au plan financier, sur les 2 844 923 000 francs CFA, l'Institut a fait un taux de réalisation de plus de 58% au 30 juin 2016. À la même période, les crédits ouverts ont été exécutés à plus de 80%. Ce budget a permis au CHU IOTA d'assurer ses missions de soins, de formation et de recherche. Du 1er janvier au 30 juin 2016, nous avons réalisé 41 438 consultations ophtalmologiques avec 3 140 interventions chirurgicales. Par rapport à la diversification des pathologies, la prise en charge s'est poursuivie pour le décollement des rétines avec 46 cas contre 20 pour la même période de 2015. Le glaucome, 24 cas contre 26 pour la même période de 2015. 35 étudiants de 11 nationalités ont été inscrits au niveau du diplôme d'études supérieures. Sur le plan de la recherche, des activités ont été menées notamment dans l'encadrement des DS en ophtalmologie ainsi que les thèses des étudiants en médecine. Au dire de son directeur général, le CHU IOTA nourrit des ambitions pour améliorer la qualité des soins. C'est ainsi qu'il a signé des conventions de partenariat avec d'autres structures pour les travaux d'aménagement et d'extension de son domaine. Nioro du Sahel a abrité le week-end dernier l'Assemblée générale du Conseil régional de l'Ordre des pharmaciens de la région de Caille. La rencontre présidée par le ministère de la Jeunesse et de la Construction citoyenne, le ministre de la Jeunesse donc et son homologue des affaires religieuses et du culte avait deux sujets à l'ordre du jour. Il s'agit de la lutte contre les médicaments de la rue et le devenir de la profession de pharmacien au Mali. Le compte rendu de Moussa Diakité. Il s'agissait au cours de cette assemblée générale pour la cinquantaine de pharmaciens évoluant dans la région de Caille de se réunir, de communier et de débattre des problèmes brûlants de l'heure. Nioro, c'est un centre stratégique par rapport à la lutte contre la vente illicite des médicaments. Nioro, c'est une ville frontalière du Mali. Nioro, c'est une localité très fréquentée aujourd'hui par diverses cultures. Donc si nous, on arrive à sensibiliser la population de Nioro par rapport aux problèmes que les pharmaciens du Mali rencontrent vis-à-vis du médicament, ce ne peut être que réconfortant pour nous. 4 heures durant, les participants ont touché du doigt tous les aspects relatifs à leur épanouissement, mais aussi et surtout à leur service public rendu. En fait, le développement est un ensemble homogène. Quand vous verrez plus de routes, quand vous verrez l'intérieur des villes plus assainies, etc., ça vous permet de vous présenter et cela crée une plus-value économique au niveau de la population qui lui permettra donc d'accéder aussi aux médicaments les plus essentiels pour eux. Les débats ont essentiellement porté sur la vente illicite des médicaments, une responsabilité collective selon les organisateurs, et sur les avantages de la relation banque-pharmacien pour la bonne marche des affaires. Et actualité sportive en football, championnat national de Ligue 1 dans la poule B. Le dernier match de la 16e journée a été remporté par l'AS Bakaridian devant le Debo Club de Mopti par 3-1. C'était cet après-midi au stade Modibo Keïta. Les images suivront dans nos prochaines éditions. C'est tout pour la présente. Merci de l'avoir suivi. À demain.